de l'épingler. Voilà, on y va. C'est un dehors. Voilà. Ouais, merci. Alors en fait, cette pièce, c'est une pièce de Leonard Bernstein, le compositeur de West Side Story, entre autres. Et il a écrit cette pièce en hommage, puisque c'est une élégie pour Mipi 1, Mipi 1. En fait, c'était le chien de son frère qui venait de mourir. Et après, son frère a un chien qu'il a appelé Mipi 2. Voilà. Alors, c'est une pièce de circonstance et qui rejoint un peu l'utilisation que faisait Bernstein du corps, un peu dans ce qu'il a écrit. Je ne sais pas si vous avez le souvenir de ce film d'Elia Kazan sur les quais avec Marlon Brando. Et la musique, c'est Bernstein qui a écrit cette... Leonard Bernstein, et pas Elmer Bernstein qui a écrit beaucoup de musique de films aussi. Ils ne sont pas parents, hein, du tout. Et Leonard Bernstein a écrit la musique de ce film, et ça commence par un frémissement de cordes et un très grand solo de corps, qui sera rejoué à la fin d'ailleurs en coulisses. Et il a toujours utilisé le corps dans sa musique comme un instrument mélancolique. Alors peut-être qu'il a pensé que le corps était je dirais, l'instrument civilisé qui se rapprochait le plus du chauffard que l'on joue dans les offices israélites. Et les compositeurs ont attribué au corps des rôles particuliers. Le rôle principal reste, dans la musique romantique, le rôle de l'appel. Alors, par exemple, le début de Oberon de Weber, le corps joue avec un frémissement de cordes, encore une fois, il joue tout seul, il joue ça. Piou, pour l'entendre, après. Deux fois l'appel. Et après, il fait une petite mélodie. Etc. Et toujours cette notion d'appel. On retrouve aussi l'appel chez Wagner, dans Siegfried. Siegfried, il essaye de réveiller le dragon avec un hautbois d'abord. Il n'y arrive pas. Alors il prend un corps, et là, il y a une grande sonnerie, et il réveille le dragon. Et on retrouve toujours cette notion d'appel chez Beethoven. Il a écrit une sonate pour corps et piano, qui commence par le corps, comme ça. Et le piano enchaîne. Mais le corps joue tout seul, c'est un appel. Et il y a toujours cette notion d'appel. On le trouve aussi chez Haydn, dans les saisons, par exemple. Et chez Haydn, alors on trouve le corps à la fois dans la notion d'appel et aussi de la chasse. Il se trouve que le corps de chasse, si vous voulez, est l'ancêtre du corps moderne. Puisque le corps moderne, on a juste ajouté des mécanismes, mais c'est aussi comme un corps de chasse. Alors la tradition française du corps de chasse n'a rien à voir avec la tradition, je dirais, germanique, elle est même unique. Elle a rien à voir avec personne d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en France, on joue du corps de chasse comme ça. C'est un phénomène acoustique, parce que quand on joue comme ça, le son va plus loin. Oh, 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 oh. Si vous faites un son ou comme ça, il va moins loin. Et dans la tradition germanique, ou britannique même, on pourrait dire, anglo-saxonne en tout cas, le corps, lui, joue sans ce système de vibrato, qui est en fait un vibrato d'intensité. C'est pas vraiment un vibrato de fréquence, c'est ça. Vous sentez le son qui monte, qui descend. Un vibrato d'intensité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de fréquence, mais le son
était mis de cette façon-là. Et la notion d'appel, en tout cas, et du corps de chasse dans l'utilisation de la musique dite romantique allemande, n'a rien à voir avec le corps de chasse à la française. Voilà. Quand on entend le scherzo de la troisième de Beethoven, où il y a un trio de corps qui joue comme une chasse, il joue comme ça. Etc. C'est une chasse, mais une chasse à l'allemande, et pas une chasse à la française. Comme ça, hein. Donc c'est une question de style, hein. J'ai écouté sur pas France Musique, Radio Classique, retransmission d'un concert avec l'orchestre de Bordeaux, pour ne pas le citer. J'espère qu'il n'y a pas de Bordelais ici. Et c'était le concert du Nouvel An. Donc. Et alors à la fin, ils ont joué le Beau Danube bleu de Johann Strauss. Et alors on a eu tout ce début qui était magnifique, comme ça. C'est-à-dire des sons très droits, comme ça, c'est un côté un peu nostalgique. Et alors, dans l'orchestration de Johann Strauss, ça commence par les corps, avec les violoncelles à l'unisson, et puis, après, c'est développé par les trompettes. Et alors, à Bordeaux, j'ai cru que c'était des alcooliques qui jouaient, parce que on a eu ce début qui était ta-lo-li-li, tu-tu-la-lo-li, ti-li-la-la, ta-ta-li-li-lo, ta-ta-li-la-la, ta-ta-li-la-la. J'ai cru qu'ils faisaient exprès, ben. Voilà, alors c'était des idiots qui ne respectaient pas les styles. Tu parlais des styles tout à l'heure, voilà, qui ne respectaient pas les styles. Il y a des styles de jeu qui sont liés à des compositeurs. C'était une petite aparté parce que ça m'avait vraiment choqué et j'ai pensé qu'ils faisaient exprès. Tellement c'était hors sujet. C'était choquant. Alors, le corps, instrument de l'appel, depuis toujours. Et par exemple, pour ceux qui viendront tout à l'heure au concert, je vais jouer une œuvre de Messiaen qui s'appelle L'appel interstellaire. On ne peut pas faire mieux. Appel interstellaire. Dans lequel il lance un appel vers les étoiles, toujours avec un très grand mysticisme chez Messiaen, et en même temps, à l'intérieur, il utilise à la fois son langage, les rythmes indiens, les catalogues d'oiseaux et quelques effets un tout petit peu modernes, si on veut, avec l'instrument. Et je jouerai aussi une pièce de Penderecki qui s'appelle Capriccio. Alors il a donné j'ai vu qu'il avait mis une suite à son titre. Alors il a écrit en italien. Il sogno di un cacciatore. Le son d'un chasseur. Donc là, il y a une notion de chasse. C'est le son ou le songe? Je me pose la question. Il sono? Sono, c'est sono, c'est ça. C'est le son. Le son, d'accord. Je ne sais pas comment on dit le songe en italien. Suono. Suono, c'est son. Et sogno, c'est... Je veux dire. Il y a des poètes plurilingues plein la salle. Oui. Il sogno, oui. Il sogno. Sogno. Alors c'est le rêve. Voilà. Donc je comprends mieux la pièce maintenant. Mais comme je connaissais très bien Penderecki, il aurait pu appeler ça aussi le son du chasseur. Alors, ce programme que m'a proposé de réaliser ici Arsène, au début m'a un peu surpris. Il m'a expliqué le contexte, avec les poésies. Évidemment, le corps est un instrument de pauvre. Le piano est un instrument de riche, parce qu'il est polyphonique.
C'est-à-dire qu'il peut faire plusieurs sons en même temps. Avec le corps, on fait un son. Alors oui, dans la pièce de Penderecki, je vais faire des doubles sons, ce qu'on appelle des doubles sons. Voilà. Alors là, vous l'entendez bien, mais comme ça sera dehors, je ne sais pas si on l'entendra bien. Et c'est la seule polyphonie possible. Vous voyez qu'elle est limitée. Et donc, c'est pour ça que le fait de jouer seul, comme ça, était à la fois pour moi un grand challenge. J'ai jamais fait un concert. Oui, je l'ai fait une fois à Amsterdam, je me souviens, mais avec des appareils électroniques aussi qui transformaient mon son, qui le mettaient en mémoire, et ce qui fait que quand j'ai arrêté de jouer physiquement, il y avait encore le son qui tournait, parce que l'ordinateur renvoyait le son. Et donc j'ai été très excité à l'idée de faire ce programme, et j'ai choisi, je dirais par force, parce que le répertoire, évidemment pour le corps, n'est pas aussi grand, aussi vaste, et aussi immense que celui pour piano, donc surtout des pièces pour corps seul, et des compositeurs que je vais jouer, j'ai la chance de les connaître et de les avoir connus tous. C'est-à-dire Bernstein, j'ai joué avec lui beaucoup, quand j'étais à l'Orchestre de Paris. Messiaen, l'appel interstellaire, je me souviens qu'en 1978, si l'anecdote vous amuse, j'avais été joué à la demande d'un des étudiants de sa classe, cette pièce, dans sa classe au conservatoire. Et à la fin, donc, il m'avait dit 2 ou 3 choses, et puis il m'avait félicité. Je vais commencer à rougir, bien sûr. Et à ce moment-là, sa pièce était jouée à Londres par l'orchestre de la BBC que dirigeait Boulez, à ce moment-là, et à Paris par un ensemble qui s'appelait l'ensemble Ars Nova, qui existe toujours d'ailleurs, et qui était dirigé par Marius Constant. Et donc il avait pu comparer le jeu du corps, du premier corps de la BBC, qui s'appelait Alan Civil, qui était très célèbre, et le jeu du premier corps de Ars Nova, qui était le jeu de mon professeur, M. Georges Barboteux. Et il avait eu ce mot, il m'avait dit, vous êtes un corniste de synthèse, parce que vous avez la sécurité de l'anglais et la poésie du français. Alors, j'étais encore plus rouge, bien sûr, parce que j'étais très jeune, et c'était un compliment extraordinaire pour moi à ce moment-là. Alors après, les deux autres personnes que je jouerai ce soir, il y a Alexandre Ouzunov, que j'ai connu quand j'étais étudiant, qui était bassoniste et qui est compositeur. Et lui, il a fait un travail étonnant. Penderecki a écrit un concerto pour corps avec une partie de percussion, mais incroyable. Alors, je ne sais pas si vous savez ça, mais lorsqu'on écrit un concerto avec une orchestration, en principe, après, on fait une réduction pour piano, pour que les gens puissent jouer la pièce et la travailler avec l'accompagnement. Mais comment faire au piano toutes ces percussions? Et Ouzunov a réussi le pari de faire une très belle adaptation pour piano, et comme il savait que je connaissais Penderecki, il m'a demandé si Penderecki accepterait de voir son travail de manière à ce qu'on l'édite. Et Penderecki l'a vu, il a trouvé ça formidable, et c'est édité, et chez les mêmes éditeurs que Penderecki d'ailleurs. Et donc on peut maintenant jouer dans les concours internationaux, par exemple, ou dans les concours, et peut-être en concert, mais enfin, je ne sais pas, avec piano en concert, si ça donne grand-chose, cette pièce-là, donc. Donc il y a une relation, si vous voulez, entre Ouzunov et Penderecki, et sa pièce est très belle, c'est une pièce que j'ai choisie, qui est courte, mais qui s'appelle Scène, comme la scène, hein. Et donc c'était d'actualité, ici. Et la dernière pièce que je jouerai sera une pièce de Pascal Proust. Alors Pascal Proust est un compositeur qui est aussi corniste, et fils de corniste.
et petit-fils aussi, je crois. Et Pascal Proust a écrit cette pièce, je dirais pas un hommage, mais il a utilisé son titre de la pièce, c'est Les souvenirs sont corps de chasse dont meurt le bruit dans le vent. Et ce sont des vers de Guillaume Apollinaire. Et alors peut-être parce qu'il y avait les souvenirs sont corps de chasse, voilà. Donc, et c'est une jolie pièce assez néoclassique, je dirais, mais assez virtuose. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une qui vient spontanément. Il y a la permanence de la connotation de l'appel dans le corps. Dans l'utilisation du corps. Dans l'utilisation du corps entre le répertoire classique, romantique et contemporain. Tu l'as évoqué pour Messiaen. Et on retrouve ça dans toutes les autres pièces que tu joues? Cette idée d'appel? Non. Non. Non, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en parlant dans l'œuvre de Bernstein. L'utilisation du corps, ce sont rarement des appels. C'est plutôt un peu triste chaque fois. Le caractère est triste. Et le caractère de l'appel romantique tel qu'il s'est décliné dans la musique romantique allemande et française, la musique orchestrale, et à ce moment-là, on peut dire Berlioz seulement, le corps est traité un peu à l'allemande, mais Berlioz, beaucoup de choses sont traitées, je dirais, à l'allemande dans son écriture, même si c'est le plus français des compositeurs. Il n'empêche que beaucoup de compositeurs n'ont accordé que très peu d'intérêt à cet instrument. Et que ce soit Gounod, qui écrit des mélodies pour corps, mais à côté de ça, le rôle orchestral, parce que le principal rôle du corps, en dehors de quelques concertis, et on a la chance parce que Mozart a écrit plusieurs concertos pour le corps, Haydn aussi, Richard Strauss, Benjamin Britten, Paderewski, je l'ai cité tout à l'heure, etc., etc. Il n'empêche que c'est le rôle du corps dans l'orchestre. Et dans l'orchestre romantique, il a eu un rôle prépondérant. Je pense à la musique de Gustav Mahler, à la musique de Bruckner, de Wagner, bien sûr. Et à partir du moment où le corps est devenu ce qu'on appelle chromatique, où on a eu ces systèmes ici de palettes, à ce moment-là, il n'y avait plus de limite. Et les parties de corps chez Richard Strauss sont d'une très 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 grande virtuosité. Par exemple, Richard Strauss a écrit un poème symphonique qui est La vie d'un héros, Oui, qui donne un rôle très important au corps. bien Est-ce que sûr. tu pourrais nous expliquer pourquoi le corps est un instrument qui a souvent été associé à la figure du héros dans les œuvres symphoniques ou l'opéra, ou même la musique de film, etc. Alors là, peut-être que je pourrais citer Bernstein, qui disait que pour être corps solo, il faut être téméraire. Alors, est-ce que le héros est téméraire? Ça, je vous laisse en juger. Peut-être pour ça. Non, mais les instruments de prédilection, même chez Brahms, les instruments avant de prédilection, chez Brahms, c'était d'abord la clarinette et après le corps. Et chez Mahler, le corps a un rôle prépondérant. Et parce que c'est un instrument qui a une sonorité émouvante. À l'origine, le corps est un instrument d'appel, au même titre que la trompette. À l'origine, c'était des instruments militaires. Avant qu'il y ait des talkie-walkie ou téléphones, pour s'appeler d'un endroit à l'autre du corps militaire, on sonnait des sonneries réglementaires qui chacune avait une signification. Alors, ça peut être fait au corps ou à la trompette. Et d'ailleurs, la sourdine, vous savez ce que c'est une sourdine? C'est ce qu'on met dans l'instrument. C'est une invention militaire. Ça a été inventé parce que lorsque dans un camp, parce qu'à ce moment-là, c'était pas comme la guerre en Ukraine, ils n'étaient pas à 25 km l'un de l'autre, ils ne s'envoyaient pas des missiles. Ils se retrouvaient à 500 mètres l'un de l'autre. Et quand un camp sonnait une sonnerie, l'autre camp l'entendait. Alors si par exemple on sonnait le réveil, ça y est, il se réveille. On pouvait espionner. Donc ils ont inventé la sourdine. Et de cette invention militaire, le premier qu'il a utilisé après dans l'orchestration, ça a été Monteverdi. D'abord dans les Vêpres siciliennes et aussi dans Orfeo.
Dans l'Orfeo, on entend. C'est-à-dire que c'était rejoué avec une sourdine. Avec cette connotation militaire dans l'œuvre de Monteverdi aussi ou c'était Non, 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 purement c'était musical? d'utiliser l'objet Oui. qui avait été inventé, qui créait un effet d'écho, qui avait été inventé donc à des fins musique savante. Oui. Voilà. Mais parce que dans beaucoup d'œuvres du répertoire chez Mahler, par exemple, il pastiche une écriture de musique militaire, de musique populaire, avec Oui, l'écriture en coulisses. alors pour une autre raison, c'est que Mahler, il a habité à Irlava et son père était instituteur et leur appartement, il y a un très beau musée que j'ai visité, donnait sur une caserne. Et il entendait tout le temps des répétitions de l'orchestre militaire. Et ça, je pense, hanté son écriture dans ses premières œuvres, parce que ce sont surtout dans la première symphonie, dans la deuxième aussi, mais à partir de la troisième, déjà, ça a un peu disparu. Est-ce que la main dans le pavillon peut servir de sourdine? Alors, oui, on peut faire ce qu'on appelle des sons bouchés. Son ouvert, son bouché. En fait, dans l'historique, et si nous regardons les gravures de l'époque de Handel, les cornistes jouaient comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'ils jouaient Water Music, et au XVIIe siècle, un dénommé Hampel s'est rendu compte que quand on mettait la main dans le pavillon, on modulait le son. Et c'est là qu'on a commencé à jouer des mélodies. C'est là que le corps s'est baissé, et c'est là que le corps, je dirais, a pris son envol et est devenu un instrument plus noble que la trompette, parce qu'avec la trompette, on ne pouvait pas faire ça. Donc, la trompette est longtemps restée avec un rôle d'appel dans les symphonies de Beethoven, par exemple, hein, ou de soutien des timbales, jouer des toniques dominantes, quelquefois se hasarder à une quarte ou une sixte, mais pas plus. Et le corps, lui, a commencé à jouer des mélodies. Et par exemple, dans ce qu'on appelle l'orchestre Mozart, parce que la plupart des œuvres concertantes de Mozart et même des symphonies, des petites symphonies, quand il donnait une symphonie chez un prince qui n'avait pas beaucoup d'argent, ou un duc, un noble, il y avait toujours un orchestre avec 2 hautbois et 2 corps. Un orchestre à cordes, 2 hautbois, 2 corps. Mais il y avait 2 corps parce que les cornistes, ils jouaient comme ça. Il faut vous dire que la plupart des œuvres les plus célèbres du répertoire ont été créées dans des pièces comme celle-là. Pas plus grandes. Pas beaucoup plus grandes. Donc, ils ne jouaient pas ces symphonies avec un orchestre de 100 musiciens, comme le faisait M. Carial. Hein. C'était 15 musiciens, 20 musiciens, pas plus. Donc, il ne fallait pas que le corps il joue comme quand il jouait dans la forêt. Parce que sinon, ça aurait été comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Quoi. Ça aurait été hors sujet. Donc, en découvrant ça, ils ont commencé à jouer des mélodies, et c'est comme ça que le corps a gagné ses lettres de noblesse. Bon, j'ai une question. Ils se servaient de la main pour descendre ou monter d'un demi-ton, plus Oui, ou moins, c'est et ça, c'est ce oui. qui permettait de faire des mélodies. Oui. Et du coup, en changeant de d'harmonique, ça permettait de faire plus ou moins des petits mouvements conjoints. Non, parce qu'avec la même harmonique, à ce moment-là, le corps n'avait qu'une tonalité. D'accord, donc il n'y a qu'un seul son fondamental. Voilà, c'est pour ça qu'on a ajouté des pistons, et surtout à l'époque, il y a eu des essais, et puis c'est Sachs, Adolphe Sachs, qui a vraiment révolutionné tous les systèmes. On s'est rendu compte que chaque fois, on se remettait dans une tonalité, mais chaque fois avec le même système d'harmonique. En fait, c'est une loi de la musique, si vous voulez, enfin de la physique du son, c'est qu'un son a une fondamentale, et après, les harmoniques s'égrènent avec d'abord une octave, après on ajoute une quinte, après encore l'octave qui revient, après la tierce, etc. etc. Et si on s'arrête à 16 sons,
chaque fois, c'est un système qui est assez simple, c'est de redoublement. Il y a les sons naturels, c'est-à-dire 1, 2, 4, 8, 16. C'est le redoublement chaque fois, c'est le même son. 2, 4, alors après, 1, 2, 3 qui apparaît. 3, 6, 12, on s'arrête à 16. Hein. 3, 6, 12. Alors on a déjà 1, 2, 3. Tu peux le faire écouter ça au piano? Là, je peux en tout cas faire ça. Oui, alors, attends, je vais le faire alors. Et après, Oui. Voilà, c'est exactement ça, à part que là, c'est tempéré. Alors, qu'est-ce qu'un instrument tempéré? l'instrument tempéré, c'est un instrument où c'est accordé légèrement faux, les intervalles sont légèrement changés pour que ça fonctionne dans toutes les tonalités, dans toutes les octaves du clavier. Voilà, c'est accordé par sympathie. Oui. Voilà. Chaque demi-ton vaut racine douzième de 2, je crois, en valeur vraiment exacte en Hertz. Voilà. Alors, est-ce que tu peux faire à partir de la deuxième harmonique? Donc, ça va être au programme de renouvellement. Donc là. Do, sol. Ça, c'est la troisième que je jouais. Ouais. Do, sol, do. La deuxième, c'est do, sol, do. Oui, c'est ça. Et tu peux rejouer la série. Ouais. Voilà. Alors, sur le corps, ça va donner ça. C'est pas du tout tempéré, vous voyez. C'est-à-dire que c'est pas juste, si on veut. Voilà, nous on dit jouer juste. C'est pas juste. Par exemple, un violoniste, quand il joue un concerto accompagné par un orchestre, il peut jouer avec la justesse absolue. Quand il joue une sonate avec piano, il faut qu'il joue avec une justesse relative. Parce que s'il joue avec la justesse absolue, ça va être faux. Parce que le repère harmonique ici sera tempéré. Et donc, d'inventer toutes ces successions de tonalités, on est arrivé à avoir toutes les notes et juste. Voilà. Et c'est à ce moment-là que les compositeurs ont pu écrire des choses de plus en plus difficiles. Et par exemple, il y a une photographie épouvantable de la classe de corps au conservatoire. Alors moi, j'étais professeur au conservatoire pendant 40 ans. Alors, je peux parler, c'était un de mes anciens prédécesseurs qui, lui, était classe de corps naturel. C'est très bien. En 1895. Et en 1895, c'est l'année de la création de ça. Stille Spiegel de Strauss. Allez jouer ça sur un corps naturel. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça qu'on avait pris beaucoup de retard en France à un moment. Et comme évidemment, depuis la guerre de 70, on était anti-germanique et on ne voulait pas admettre qu'il pouvait y avoir interpénétration des évolutions, et on a tardé. C'est pour ça que le rôle du corps dans la musique française de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle n'est pas très intéressant. Voilà. Parce qu'il y avait eu un retard de prix, à tel point que, par exemple, à la Société des concerts du Conservatoire, qui était l'orchestre le plus important symphonique à Paris, premier et deuxième corps, ils jouaient le corps naturel, et troisième, quatrième, parce qu'à ce moment-là, on devenait premier quand on vieillissait. C'est-à-dire quand on ne pouvait plus, on devenait premier. Et les jeunes qui arrivaient, ils étaient troisième, quatrième. Et Saint-Saëns, par exemple, a écrit une très belle symphonie, la symphonie numéro 3, avec orgue, que vous avez certainement déjà entendu. Tous les solos de corps sont au troisième. Parce que le troisième, il avait un corps avec des pistons, et il pouvait faire des mélodies. Et le premier, deuxième ne pouvait pas.
Et cette tradition stupide a perduré jusqu'à la symphonie en ré mineur de César Franck. Alors, César Franck, il a écrit une symphonie, il y a un grand solo de corps que je vais vous jouer. Impossible de jouer ça sur un corps naturel. Impossible. Alors on a décidé, les corps naturels c'est fini, et que les corps à piston. Mais en Allemagne déjà, le père de Richard Strauss était corniste. Il était à l'orchestre de l'Opéra d'État à Munich, et il était toujours en bagarre avec Richard Wagner, parce qu'il trouvait que Wagner écrivait trop difficile pour le corps. Et il jouait déjà le corps moderne, le père de Richard Strauss, c'est-à-dire en 1880. Et chez nous, on avait un retard considérable, considérable. Et les pistons se jouent toujours à la main gauche? Et oui, parce que lorsque on a commencé à utiliser le corps à main, les gens ont utilisé la main la plus virtuose. Et comme la majorité des gens sont droitiers, on a mis la virtuosité à la main droite. Donc la virtuosité, c'est celle qui en fait... Était, c'est-à-dire qu'ils jouaient toutes les notes comme ça. C'est-à-dire que les gens jouaient aussi vite et certainement aussi parfaitement avec la main qu'avec les doigts. Mais ils étaient bloqués à une tonalité. Vous ne pouvez pas moduler, donc vous ne pouvez pas jouer de la musique moderne, par exemple. Bon. Mais, par exemple, je vous ai montré le début de la sonate de Beethoven. Là, je le joue de façon moderne avec les doigts. Mais à l'époque de Beethoven, ça se jouait comme ça. C'est-à-dire juste avec les lèvres, c'est tout. Et la technique de lèvres que vous jouiez, le corps moderne ou le corps ancien, est la même. C'est-à-dire que chaque note a une position. Ici, chaque note a ce qu'on appelle une position. Et d'avoir des pistons, ça aide à la sécurité, mais ça ne vous fait pas jouer la note. Ça ne fait pas jouer la note. C'est pour ça que certains défendent l'idée que c'est aussi difficile de jouer du corps naturel que de jouer du corps à piston. Puisque c'est ici que ça se passe. Donc, comme ils étaient virtuoses ici, au début, ils profitaient du corps à piston juste pour se mettre dans une tonalité et ils continuaient à jouer avec la main. Donc, ils ont mis à la main gauche. Et contrairement à la trompette, où lorsqu'on a ajouté les pistons, comme la majorité était droitière, on a mis les pistons à la main droite. Voilà. J'ai une question qui nous amène vers la suite. Tu as dit que le corps s'était anobli, qu'il avait pu rentrer dans les salons avec ce système d'abaissement de main dans le pavillon. Mais nous, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va le reprimitiviser d'une certaine façon, parce qu'on va le remettre en situation d'extérieur. Et alors, quels sont les problèmes qui vont se poser à toi d'un point de vue acoustique? Parce qu'on va devoir résoudre ces problèmes dans 1 heure, puisque tu as un instrument qui est fait pour les salles de concert, qui n'est plus le corps de chasse, par exemple. Oui, bien sûr, oui. Et alors, il va falloir essayer de trouver comme une façade qui va faire comme un mur de réflexion qui va permettre à vous envoyer directement les informations que je vais envoyer aux voisins de derrière. C'est-à-dire que quand je joue, vous m'entendez là. Mais si vous êtes derrière moi, vous entendez ça. C'est pas du tout la même chose. Et alors si je joue, et encore ici, il y a un mur là-bas, ça s'arrête. Mais s'il y a un espace illimité, le son, il est perdu. Il est perdu. Alors qu'avec un petit mur de renvoi, ça permet et aussi d'entendre, dans Penderecki, il y a ce genre de subtilité, quoi. Ça, si en plein air, c'est pas facile. Par exemple, ça aussi.
Donc, alors, ce que j'ai fait là, c'est... Parce que le corps, c'est pas la trompette. C'est-à-dire que je ne suis pas directement, ou le trombone, je ne suis pas directement vers vous. J'envoie le son derrière.